Salut les devins, c'est Saikyo. Comme promis, je reviens justement sur l'information que je vous ai proposée sur ma chaîne il y a quelques jours concernant le Super Saiyan de la légende Yamoshi. Est-il vraiment le tout premier Super Saiyan de la légende ou Super Saiyan légendaire, un petit peu comme vous voulez? Est-il devenu Super Saiyan God? Quel est le délire avec son esprit? Quel est le délire avec les cellules S, etc. Je vais justement aujourd'hui clarifier tout ça avec vous. À partir de l'interview officielle, j'ai vu pas mal de personnes qui m'ont dit « Mais attends, c'est vrai ou c'est des conneries? C'est une fanfiction ou quelque chose ?» Non, c'est tout à fait officiel. Akira Toriyama s'est exprimé lui-même dans le magazine Saikyo Jump. Vous pouvez acheter des exemplaires sur eBay, enfin des choses comme ça. Je suis en train de vous afficher en japonais là l'interview de Toriyama, les scans, et dedans il a révélé tout ça pour démystifier un petit peu la transformation du Super Saiyan, et je pense qu'il y en avait besoin. Et bon, depuis l'autre jour, il y a d'autres parties de l'interview qui ont été révélées, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui, tout simplement parce que c'est des sujets un petit peu plus légers, du genre quel type de nourriture aiment les Saiyans, est-ce que les Saiyans fêtent le nouvel an? Bon, ça pourra faire l'objet d'une vidéo un petit peu drôle, mais là aujourd'hui je vais pas m'arrêter sur ça. Donc j'ai bien vu sur les réseaux sociaux un petit peu partout que cette interview-là n'a pas satisfait tout le monde. À vue d'œil, je suis pas l'INSEE, j'ai pas fait des statistiques, vous voyez, mais je dirais que c'est à peu près 50-50, vous voyez des gens. Je pense qu'il y a un bon 50% qui aiment bien cette explication-là, ou du moins qui se réjouissent que Akira Toriyama a pu parler sur ça, et ça fait du bien. Et il y en a d'autres qui se disent non mais qu'est-ce qu'il veut, Toriyama il se fait vieux, il a qu'à arrêter de parler de Dragon Ball, il faut qu'il passe la main, etc. Sincèrement les devins sur ce coup-là, je fais partie du premier groupe. L'auteur Akira Toriyama vient nous fournir une explication. Alors c'est vrai qu'il la donne très tard, voire même trop tard. Le Super Saiyan 1, il a plus de 25 ans dans la série, donc ça aurait été cool de savoir ça et beaucoup plus de temps en arrière. Et j'ai vu aussi pas mal de personnes se plaindre d'une chose, en disant oui mais son explication n'a pas de rapport avec ce qu'on connaît de la série. Ben c'est normal, si on avait besoin d'une explication, c'est que dans la série ça n'avait pas été dit. Donc forcément Toriyama ne pouvait pas nous dire quelque chose qui avait déjà été dit dans la série vu que la série ne l'expliquait pas. Enfin c'est un casse-tête mais c'est la vérité. Donc moi je suis plutôt satisfait, même si j'ai la même sensation que vous que Toriyama, il a un petit peu pondu ça comme ça. Mais il y a une chose les devins que je vous conseille, c'est d'aller lire toutes les interviews de Toriyama. Si vous comprenez un petit peu l'anglais ou que vous voulez utiliser Google Trad, même si c'est pas super mais bon ça vous aidera, allez sur le site de kanzenshu.com ou je crois qu'il y a aussi daizex.com qui vous donne toutes les interviews de Toriyama. Et vous allez voir que des tas d'années plus tard, il est revenu sur des tas de choses en interview et à chaque fois on a l'impression que le mec nous sortait des trucs un petit peu comme ça. Mais malgré tout ça reste cohérent, ça donne de la finition à l'œuvre et c'est bien comme ça je trouve. Donc après cet élan un petit peu philosophique, on rentre vraiment dans le vif de l'interview, que je vous affiche traduite en français grâce à Herms98 sur Twitter et grâce au site dragonballsuper-france.fr. Les liens de mes sources sont toujours en description. Donc sans tout vous relire, l'interview commence un petit peu calmement, en nous expliquant comment les Saiyans deviennent des combattants. Et ça, Toriyama s'était déjà exprimé sur ça dans le passé, en nous expliquant le système de classe de guerriers, etc., qu'on mesure la puissance des bébés Saiyans à la naissance, que la plupart des guerriers de basse classe partent à la conquête d'autres planètes, etc. Bon, tout ça c'est du connu. Et après l'interview se dirige vers un truc de très intéressant, on demande à Toriyama si tout le monde, sous-entendu bien sûr tous les Saiyans, peuvent-ils devenir Super Saiyan en s'entraînant. Mais vous savez très bien qu'il ne faut pas se fier juste aux apparences. La pire des erreurs dans la vraie vie, c'est vraiment de se fier aux apparences. Donc la réponse de Toriyama est toute simple. Il dit ce n'est pas comme si tout le monde pouvait devenir Super Saiyan en s'entraînant et en étant en colère. Il rajoute même l'état de colère, ça n'est pas suffisant pour ça. Il dit que afin de devenir un Super Saiyan, le corps de la personne doit contenir ce que l'on appelle des cellules S. Une fois qu'il y a un certain nombre de ces cellules S, un déclencheur comme la colère peut augmenter de façon exponentielle les cellules S et causer un changement dans le corps. C'est le Super Saiyan. La plupart des Saiyans ont des cellules S, mais pas en grande quantité. Et ensuite, Toriyama nous parle des enfants de Vegeta et de Goku, Goten, Gohan et Trunks, en nous disant qu'ils peuvent devenir Super Saiyan, car ils ont sûrement hérité de beaucoup de cellules S de leur père, et que l'environnement de la Terre est facile à vivre et paisible, c'est le mot original utilisé dans l'interview, par rapport à la planète Vegeta. Et Toriyama en rajoute en disant « Ces derniers temps, tout le monde est devenu Super Saiyan très facilement, mais c'est pas si simple que ça. » Toriyama vient de démystifier tout un paquet de choses à la fois. Comme je viens de le dire, ne pas se fier juste aux apparences, et on va essayer de réfléchir un petit peu à tout ça, et à quoi ça nous mène de lire cette interview-là, qu'est-ce que sous-entend Toriyama. Alors je mets au clair direct, bien sûr que les transformations des Saiyans, des jeunes Saiyans de l'univers 7, Gohan, Goten et Trunks, c'est une facilité scénaristique. Bien sûr que les transformations rapides des Saiyans de l'univers 6, Caulifla, Kale, Kiabe et peut-être d'autres prochainement, qui sait pourquoi pas Renzo, pourquoi pas le roi de la planète Sadara, plein de choses peuvent se passer à ce niveau-là. Tout ça, ce sont des facilités scénaristiques, mais ce ne sont pas des trous noirs scénaristiques, c'est-à-dire qu'ils sont comblés déjà par des informations de la série
allez voir cette vidéo que je vous affiche à l'écran. À l'intérieur, vous allez voir tout un tas d'interviews de Toriyama qui expliquent comment les Saiyans peuvent se transformer très facilement et très vite. Et vous allez voir que cette vidéo-là sera très complémentaire de ce que je suis en train de vous dire. Mais par rapport à cette interview-là, qu'est-ce qu'on en apprend? Eh bien déjà, Toriyama nous sort un délire à la Star Wars. Je pense que vous êtes très nombreux à connaître Star Wars, pas forcément à être tous fans, mais vous connaissez un minimum. Et vous savez que très tard dans la chronologie des films, on nous a parlé des fameux midi-chloriens. Et pour la faire en bref, les midi-chloriens sont une forme de vie plutôt intelligente et vraiment minuscule, voire même microscopique, qui vit à l'intérieur des cellules des êtres vivants. Et que du coup, la force dans Star Wars se manifeste au travers par exemple des Jedi grâce à ces midi-chloriens. Donc plus ce taux de midi-chloriens est élevé, plus le Jedi sera fort et plus sa maîtrise de la force surtout sera puissante. Et ça, c'est une explication qui nous a été apportée beaucoup plus tard dans la série, qui a fait grincer beaucoup de dents. Même moi, je l'ai un petit peu mal pris, parce que d'un truc un petit peu mystique, la force et tout ça, on en a fait un truc un petit peu trop scientifique, mais au bout d'un moment, il fallait bien que ça nous soit expliqué. Ils auraient pu faire le choix de ne jamais l'expliquer, mais dans ce cas-là, on se serait tous plaints que ça n'a jamais été vraiment expliqué. Donc vous voyez, dans tous les cas, il y aurait eu des gens pas contents. Eh bien là, c'est pas exactement la même chose, parce que là, on parle de cellules et pas de micro-organismes qui vivent dans des cellules. Mais le fonctionnement est très similaire de ces cellules S. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de monde dire que cellules S voulait dire cellules Saiyan. Alors déjà, on n'en sait rien du tout. Toriyama a juste dit cellules S, on n'en sait pas plus, mais je pense à titre personnel que cellules Saiyan, ça n'est pas correct, parce que les Saiyans sont composés de cellules Saiyan. Je pense que cellules S, tout simplement, ça doit vouloir dire cellules super. Donc quand vous avez des cellules super dans un corps composé de cellules Saiyan, vous pouvez avoir un super Saiyan. On dirait un peu une logique d'enfant de maternelle, mais ça me paraît logique. Donc au final, on apprend ici que l'entraînement et la colère n'est pas ce qui suffit pour avoir un super Saiyan. Et là, vous avez vu toutes les polémiques ces derniers temps, disant que les Saiyans de l'univers 6 cassent le mythe et la légende de la transformation Saiyajin, parce que les Saiyans, historiquement, ont débloqué les transformations de Super Saiyan par la colère et par l'entraînement. Alors qu'en fait, oui, l'entraînement et la colère ont été un petit peu des déclencheurs, ou des leviers si vous voulez, mais à la base, il faut ces cellules S. Donc, les Saiyans de l'univers 6 sont aussi soumis à cette règle-là, et il faut que leur corps soit composé de beaucoup de cellules S. Je veux pas du tout me la péter, vraiment loin de là cette idée. Mais quand il y a quelques semaines, et quelques mois surtout, je disais « Détendez-vous s'il vous plaît, arrêtez d'insulter les Saiyans, d'insulter Toriyama, d'insulter le premier qui passe », déjà ils nous ont rien fait, et je voyais beaucoup de monde se porter en tant que défenseur de la légende Saiyan, etc. Alors que cette légende Saiyan, on n'en connaît pas tout. Comment peut-on affirmer que la légende Saiyan a été détruite par les Saiyans de l'univers 6, alors que cette légende, on la connaît pas nous-mêmes? Vous voyez, c'est complètement ridicule, vous êtes bien d'accord avec moi? Donc je trouve que cette interview-là remet les choses à leur place. Vous êtes libre d'aimer ou de ne pas aimer, ça c'est votre avis, etc. Moi je suis pas le plus grand fan au monde de l'explication des cellules, etc. Mais je la trouve nécessaire cette explication-là. Et elle me dérange moins que l'explication des midi-chloriens dans Star Wars. Parce que la force dans Star Wars, c'est vraiment très mystique, c'est presque un truc de religion, vous voyez, dans l'œuvre Star Wars. Alors que le truc de Super Saiyan, ça reste juste légendaire. Mais on sait que derrière toute légende se cache très souvent une explication beaucoup plus rationnelle et parfois scientifique. Et que la légende, c'est surtout les hommes qui en ont fait une légende, mais c'est pas une légende en elle-même. Donc la colère ne permet que d'augmenter cette quantité de cellules S dans le corps, mais s'il y en a 0 ou il y en a 2, 3 des cellules S, la colère ne va pas changer grand-chose au résultat final. Donc il n'y aura pas de Super Saiyan. Et en plus, en fin de ce paragraphe, Toriyama en remet une couche en disant que les enfants de Goku et de Vegeta se transforment super vite car ils ont hérité de nature des cellules S et que l'environnement de la Terre étant paisible, ça les a aidés par rapport à la planète Vegeta. Et je pense que vous êtes tous au courant qu'il y a plusieurs années en arrière, Toriyama a dit en interview, c'est pour ça que je vous conseille tout à l'heure mon autre vidéo, que le fait d'avoir des Saiyans métissés avec des Terriens faisait que leur patrimoine génétique était amélioré et que de fait ils naissaient avec un beaucoup plus grand potentiel que des Saiyans purs. C'est comme ça. En plus, Toriyama dit qu'il est conscient que ces derniers temps, tout le monde est devenu Super Saiyan très facilement, mais c'est pas si simple que ça. Et il a bien raison, il est en train de nous dire tout simplement que les Saiyans de l'univers 6, ils ont beaucoup de cellules S dans leur corps, et vous allez voir, je continue, et vous allez encore mieux comprendre ces transformations de l'univers 6 et même celles de l'univers 7. Parce que l'autre question qui a été posée à Toriyama, c'est « Et comment alors les cellules S augmentent pour devenir Super Saiyan ?» Du coup, il nous répond qu'il faut avoir une bonne âme, ce qui est la façon la plus simple d'augmenter les cellules S. Mais la plupart des Saiyans ont des soucis avec ça. Ce qui fait que Toriyama pense que c'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de Super Saiyan pendant longtemps et que c'est devenu une légende. Cependant, on n'obtient pas la quantité nécessaire de cellules S pour devenir Super Saiyan seulement en ayant une bonne âme. Une certaine puissance de combat est également nécessaire. Vu comme ça, il est facile de comprendre pourquoi devenir un Super Saiyan est devenu facile pour Goku.
Ensuite, on nous dit que Goten a été capable de devenir Super Saiyan rapidement grâce à son héritage génétique plein de cellules S. Et ensuite, on nous montre que pour Goku, le fait d'avoir une bonne âme et une forte puissance de combat font un Super Saiyan. Donc vous comprenez que l'équation pour devenir Super Saiyan, elle n'est pas unique. Et vous l'avez bien constaté avec Goku et Vegeta qui n'ont pas forcément eu le même parcours pour y arriver. On comprend qu'il y a des étapes similaires, comme par exemple un déclencheur colère. Mais on comprend aussi que ce n'est pas tout. Il peut y avoir des tas d'exceptions, des tas de changements à la règle de base, et au final tout va dépendre de combien de cellules S contient le corps à la base, et ça chaque Saiyan ne l'a pas de la même manière. Ça va dépendre de s'ils ont une bonne âme ou pas, et on a tous très bien compris qu'au final dans le fond Vegeta avait une bonne âme, mais il y a aussi beaucoup d'autres facteurs qui entrent en jeu, comme par exemple le cadre de vie. Si vous êtes sur Terre, c'est beaucoup plus clément et paisible que la planète Vegeta. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de Vegeta? À quel moment est-il devenu Super Saiyan? C'est après avoir passé un bon moment sur la planète Terre, après avoir connu un mode de vie beaucoup plus paisible. Le fait que son âme soit bonne a commencé à ressortir de plus en plus à partir de cette période-là, même si Vegeta était encore assez dur, mais il commençait déjà à s'écarter du Vegeta jeune qui voulait fracasser tout le monde, y compris les innocents. Ça nous explique pourquoi Vegeta sur Namek n'a pas été capable d'atteindre ce niveau-là, parce que son âme était très perturbée, forcément. Et en plus, pour ajouter le côté paisible à son âme, Vegeta a rencontré Bulma, ce qui a dû énormément accélérer le processus, forcément. Même si Vegeta, on l'a vu, il pouvait partir s'entraîner, ne rater la naissance de son fils, etc. C'était pas trop son souci. Mais dans le fond, il y avait quand même un rapprochement avec cette terrienne et tout ça. Ça relève des émotions et de l'amour, vous pouvez pas dire le contraire. Donc je le répète, il ne faut pas crier au scandale pour chaque chose inexpliquée ou un petit peu nouvelle qui nous arrive dans Dragon Ball Super. Et tiens, par exemple, les Saiyans de l'univers 6, ils ont des picotements dans le dos. Alors ça a été peut-être la plus grosse polémique qu'il y a eu ces derniers mois sur Dragon Ball Super. J'en ai déjà parlé dans mon autre vidéo, mais je vais en reparler ici. Eh bien, crier au scandale pour ça, c'est une grosse erreur. Vous allez me dire pourquoi? C'est n'importe quoi, ils ont qu'à sentir des picotements dans les genoux, ils vont devenir Super Saiyan. Eh bien non. Tout simplement parce que ce qui n'est pas clair pour nous est peut-être clair pour d'autres. Et en fait, ce qui n'est pas clair pour une grosse majorité des Occidentaux est très clair pour une grande majorité des peuples asiatiques et en particulier pour le Japon. Le fait qu'il y ait des picotements dans le dos, c'est relié justement aux canaux de ki dans le corps, dans à peu près tous les arts martiaux chinois et japonais, et ça s'appelle le tanden. Le tanden est en quelque sorte le centre énergétique, un petit peu comme un point d'intersection de toutes les énergies de votre corps et donc de votre ki. D'après les arts martiaux, et les japonais en sont très conscients, ces différents points de circulation du ki correspondent parfaitement, je vous affiche une image pour illustrer, avec le niveau du dos. Donc non, il n'y aura pas de picotement dans l'orteil, dans le nez ou je sais pas trop où. Par contre oui, un picotement dans le dos, c'est possible. Un picotement dans le ventre ou dans la gorge ou dans la tête, c'est possible. C'est pour ça que je disais en début de vidéo de ne pas juger sans savoir. Et vous l'avez bien compris, même si cette fameuse équation, comme j'aime l'appeler, pour devenir un Super Saiyan, n'est pas forcément précise au niveau des variables, etc., Toriyama a dit lui-même que pour augmenter les cellules S de manière naturelle et de manière très très forte, il faut que le Saiyan vive dans un environnement, dans une planète ou un lieu qui est paisible. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de Vegeta sur Terre, etc., qui a favorisé justement son environnement. Mais côté univers 6, qu'est-ce qui est particulier chez les Saiyans de l'univers 6 depuis qu'on les connaît? Qu'est-ce qui les différencie des Saiyans de l'univers 7? C'est le fait qu'ils soient paisibles. C'est dans leur nature, contrairement aux Saiyans de l'univers 7 qui adorent se battre, etc. Et ça correspond encore avec ce que dit Toriyama, parce que Toriyama a dit que comme les Saiyans de l'univers 7 aiment se battre, ils sont fous, etc. Fous, vous m'avez compris, mais genre des brutes, eh bien ça leur a rendu difficile la transformation en Super Saiyan. Eh bien à l'inverse, les Saiyans de l'univers 6 sont très calmes, paisibles, c'est même un petit peu la police et la sécurité dans l'univers. On a bien vu que Caulifla est un peu faux-folle, etc. Mais par rapport aux Saiyans de l'univers 7, Caulifla est une petite frappe, vous voyez, c'est juste une gamine un petit peu sauvage, mais rien de plus. On sait très bien qu'elle a un bon fond. Et alors, quand on parle du cas de Kale et de Kiabe, je parle de Kale forme normale, pas en berserker ou quoi, ou même Renzo par exemple, le frère de Caulifla, on se rend compte qu'ils sont terriblement paisibles. Donc forcément que leur taux de cellules S qui est dans leur corps est extrêmement élevé. Et ça, je suis sûr que comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, eh bien ça a un lien justement avec l'évolution génétique des Saiyans. Vous vous rappelez bien dans l'arc Champa versus Beerus, le tournoi, Kiabe était apparu, Goku et Vegeta se sont demandé pourquoi ils n'ont pas de queue dans l'univers 6 et Kiabe a dit que leur peuple a muté génétiquement. Donc j'ai une nouvelle vidéo sur les Saiyans de l'univers 6 en préparation, mais de ce qu'on sait, c'est que les Saiyans de l'univers 6, avant, ils avaient une queue, et ensuite leur évolution a fait qu'ils l'ont perdue. Donc on peut imaginer justement que le fait d'être paisible dans un environnement paisible fait que vous perdez votre queue, mais qu'en même temps vos cellules S augmentent énormément, et que votre potentiel augmente énormément.
Et je vais faire un autre parallèle avec ce que je disais il y a des mois, quand je comparais les Saiyans de l'univers 6 aux Saiyans métis terriens de l'univers 7. Je vous disais, d'après moi, les Saiyans de l'univers 6 sont ultra proches en termes de potentiel et de caractéristiques, et même de mentalité, des demi-Saiyans, j'aime pas trop le mot, mais des demi-Saiyans de l'univers 7. Tout simplement parce que leur génétique fait qu'ils n'ont pas de queue, et surtout parce que Toriyama avait dit que les métis, ils avaient un bien meilleur potentiel pour se transformer Super Saiyan, donc on peut comprendre maintenant qu'ils ont beaucoup plus de cellules S que les Saiyans de l'univers 7, classique, mais qu'en parallèle, les métis et Saiyans terriens n'ont pas trop le goût du combat, en tout cas ils n'ont pas ce truc un petit peu, les Saiyans de l'univers 7 c'est des barbares, des vikings, vous voyez, c'est un peu ce délire là. Et on a très bien vu que Goten, Gohan et Trunks, ils aiment bien se battre, mais c'est pas ça qui les motive à vivre, comme Vegeta ou comme Goku, surtout comme Goku. À la limite, Goten et Trunks aiment bien se battre pour s'amuser, mais le combat en soi et trouver des adversaires forts, c'est pas ce qui les branche tellement, et encore c'est juste parce qu'ils sont enfants et qu'ils ont envie de se dégourdir un petit peu les jambes. Donc j'ai vraiment une grosse vidéo en préparation sur les Saiyans de l'univers 6, et j'espère que vous serez au rendez-vous à ce sujet-là. Mais déjà, l'interview de Toriyama a dégrossi énormément cette zone de flou, et je pense que ça, on peut s'en réjouir. Après, pour revenir à ce que je disais, dans cette équation pour devenir Super Saiyan, il y a aussi le potentiel de base, il y a aussi le niveau de puissance de base du Saiyan, donc forcément que l'entraînement va aider à devenir Super Saiyan. Mais ce n'est pas ça le point clé qui fait que l'on obtient cette transformation légendaire, ce sont les cellules S. Donc après, je me pose aussi beaucoup de questions, parce que c'est une habitude aussi avec Toriyama. Dès qu'il donne des réponses à une question, eh bien sa réponse crée de nouvelles questions, ça je suis bien d'accord avec vous. Comme par exemple, je me dis, est-ce qu'il est possible scientifiquement, si par exemple Bulma se penche sur le sujet, est-ce qu'elle pourrait recréer des cellules S que l'on pourrait implanter dans le corps d'un Saiyan? Après tout, pourquoi pas? Comme autant, ces cellules-là, une fois extraites, elles meurent et on ne peut plus les reproduire, enfin vous voyez. Après, je me demande, est-ce qu'un Saiyan avec une mauvaise âme peut quand même devenir Super Saiyan? Parce que comme je vous ai dit, l'équation n'est pas unique. Donc je me dis qu'un mauvais Saiyan peut être à 0 sur la partie bonne âme, mais qu'il peut avoir un super potentiel de combat, qu'il peut avoir beaucoup de cellules S dans son corps, qu'il peut avoir un potentiel colère super élevé. Après, pourquoi pas? Est-ce que ça compensera, justement dans l'équation, le fait qu'il n'a pas de bonne âme, ou est-ce qu'il faut quand même être minimum bon? Vous voyez, est-ce qu'il y a des minimums requis dans chacune des caractéristiques, ou est-ce que on peut compenser facilement l'une et l'autre? Vous voyez, beaucoup de questions qui se créent. Je poursuis maintenant et on va se parler de Yamoshi, le fameux Super Saiyan de la légende. Vous allez voir que Toriyama n'a pas été aussi clair que ça, même si on peut le penser. Tout simplement, la question qui a été posée à Toriyama, c'est est-ce que le Super Saiyan légendaire que craignait Freezer était le Super Saiyan God qui est apparu dans Battle of God? Et Toriyama répond, dans un certain sens, ce sont les mêmes personnes. Notez bien le dans un certain sens, on va y revenir. C'est-à-dire qu'il y a très longtemps, avant que la planète Vegeta ne devienne la planète des Saiyans, il y avait ce type qui s'appelait Yamoshi, qui est sûrement un jeu de mots avec Moyashi, le mot en japonais qui désigne les germes de soja. Ce gars-là avait un cœur tendre, malgré qu'il eût été un Saiyan. Lui et ses 5 camarades, probablement Saiyan, mais on pourrait imaginer des Namek avec lui, enfin peu importe, mais il s'est fait encercler par des guerriers et est devenu un Super Saiyan pour la première fois. Et sa transformation ainsi que ses compétences de combat terrifiantes ont choqué les autres Saiyans. Dépassé en nombre, Yamoshi s'est vite épuisé et a été battu. Mais c'est là seulement le début de sa légende. Après cela, l'esprit de Yamoshi a continué à errer à la recherche de 6 valeureux Saiyans au cœur pur, cherchant un nouveau sauveur, le Super Saiyan God. Et Toriyama en rajoute en disant « et c'est comme ça qu'est née la cérémonie pour devenir un Super Saiyan God ». Donc c'est vrai que ça donne vraiment l'impression que Yamoshi est le premier Super Saiyan de la légende. Mais ce n'est pas ça qui a été dit. Regardez bien, Toriyama nous dit dans un certain sens oui. Mais moi ce que je comprends, c'est que Yamoshi a été le premier à créer la légende. Mais Yamoshi n'a pas forcément été le premier Super Saiyan. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être eu d'autres Super Saiyan avant lui, 1 ou peut-être 100, on n'en sait rien. Mais tout cela n'a pas été ébruité, n'a pas été médiatisé ou n'a pas été vu. C'est ça que veut dire Toriyama dans l'interview. Donc oui, Yamoshi est celui qui a permis à la légende d'être connue. Mais Yamoshi n'est pas forcément le premier à avoir obtenu ou découvert cette transformation-là. Je vais vous donner un exemple parce que je sais pas si j'ai été bien clair, mais imaginez que vous jouez à un jeu vidéo. Allez, je vais prendre un jeu super populaire, je vais parler de Call of Duty. Je pense que vous avez tous entendu parler du mode zombie. Vous devez tuer des zombies là-dedans. Et dans ce jeu, le mode zombie, il y a des secrets cachés, des histoires cachées, etc. Imaginez que vous, dans votre chambre, vous n'êtes pas youtubeur, vous n'êtes pas en train de capturer le jeu ou quoi que ce soit. Hein. Vous êtes juste en train de jouer, et par le plus grand des hasards, vous trouvez le plus gros secret du jeu, qui vous révèle, je sais pas trop quelle histoire sur les zombies, je m'y connais pas trop bien. Sauf que ça, vous l'avez découvert dans votre chambre, et à part le répéter à quelques-uns de vos amis, ça va jamais être connu, à part si vous décidez de le refaire, de le poster sur YouTube. Mais sinon, ça va pas être connu. Mais par contre, il se peut, oui, que 2 semaines après, ou 10 jours plus tard, il y a un youtubeur moyennement connu, quelque chose comme ça, qui va trouver ce secret-là et qui va le poster sur sa chaîne YouTube,
et il va être connu mondialement pour avoir trouvé le secret du nouveau mode zombie de Call of Duty. Eh bien, ce youtubeur-là, c'est Yamoshi, et vous qui avez trouvé ça dans votre chambre, c'est cet hypothétique Saiyan qui a pu devenir Super Saiyan avant Yamoshi, mais personne ne le sait et personne ne le saura peut-être jamais. À part si Toriyama se décide à révéler cela, mais en tout cas, Toriyama en a conscience, parce qu'il dit dans un certain sens. Il dit pas oui, c'est lui. Et faites très bien attention aux traductions que vous trouvez sur les groupes Facebook et tout ça, j'insiste avec ça, j'ai rien contre les groupes Facebook, mais c'est juste que c'est accessible à tout le monde, et tout le monde n'est pas forcément bien informé des bonnes traductions eux-mêmes. Mais ils vont quand même partager des infos pas forcément vraies. Donc je pense que vous comprenez un petit peu plus comment a été créée cette légende du Super Saiyan. Yamoshi ne devait pas être très puissant de base, parce que vous savez que le Super Saiyan de niveau 1 est un multiplicateur de la puissance. Je vous rappelle que le Super Saiyan de niveau 1, c'est votre ki multiplié par 50. Donc si Yamoshi était pas très bon, je parle pas de bonté d'âme, parce qu'on nous dit qu'il est bon d'âme, mais on nous a pas dit s'il était puissant. Donc s'il était faible et que ça a été multiplié par 50, ça a dû être pas mal pour se faire une bonne partie de ses ennemis, mais le nombre l'a vaincu. Parce qu'après, je pense que Goku, actuellement, vous le mettez en Super Saiyan 1 face à des Saiyans de type Raditz, machin, il vous les tabasse à la pelle, vous voyez ce que je veux dire? Donc Yamoshi n'était pas forcément si puissant que ça. Donc déjà, à ce stade-là, on a la confirmation, et ça me fait plaisir, parce que je sais que beaucoup de monde n'avait pas compris que Bardock, qui passe Super Saiyan de niveau 1, ça n'est pas canon. C'est une très belle histoire, c'est un très beau film. Un gros nombre de fans ont cru que c'était lui le premier Super Saiyan de la légende, etc. C'est totalement faux. Ça, c'est comme les films sur Couleur, sur Broly, sur Tapion, tout ça, c'est pas canon, ça fait pas partie de la chronologie de Dragon Ball, tout simplement. Et je tiens à vous rappeler que ce film-là, Dragon Ball Episode of Bardock, c'est une adaptation du manga de Nao Oishi. Rien à voir avec Akira Toriyama, absolument rien. Sûrement qu'il y a eu sa validation, mais je veux dire, à part ça, il n'y a rien eu. Nao Oishi est une dame qui a réalisé plusieurs projets. Elle est une mangaka et illustratrice japonaise qui a réalisé plusieurs projets pour la Shueisha, la maison d'édition japonaise. Et son histoire sur l'épisode of Bardock a été aussi adaptée en film, c'est tout. Mais il n'y a rien de canon là-dedans, il faut bien le comprendre. Et on constate bien que Toriyama n'a pas du tout mentionné Bardock. Il a sorti l'histoire de Yamoshi qui sort totalement de nulle part pour bien nous faire comprendre que l'histoire du Super Saiyan, c'est celle qu'il a dans sa tête et pas celle que d'autres auteurs créent dans des films. Et maintenant, les devins, on va conclure avec l'histoire du Super Saiyan God. Donc non, Yamoshi n'est pas devenu Super Saiyan God. J'en parle bien sûr de la forme rouge. Et d'ailleurs, l'explication de Toriyama n'est pas bien claire. Elle est un petit peu faite à la va-vite parce qu'il nous dit « Et c'est comme ça qu'est née la cérémonie du Super Saiyan God ». On nous dit que l'esprit de Yamoshi, ça c'est très spirituel, ça veut dire que le mec s'est fait battre, s'est fait tuer, et que son corps n'est pas parti dans le monde des morts. Et que son esprit a continué à errer à la recherche de 6 valeureux Saiyans pour créer un Super Saiyan God. Alors déjà, je me demande comment Yamoshi savait qu'avec 6 Saiyans, il aurait droit à un Super Saiyan God. Ça, c'est très bizarre. Est-ce qu'au moment où il est mort, il a fait une rencontre particulière, enfin son âme a fait une rencontre particulière lui disant ce qu'il fallait faire ou pas? Ça, Toriyama n'a rien dit, et j'aurais aimé qu'il détaille ça. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans Dragon Ball, on sait qu'en gros, il y a 3 manières de mourir. Soit vous êtes totalement effacé de l'existence par un dieu, comme le Hakai de Beerus ou Zeno, etc., et vous êtes totalement effacé de toute forme d'existence. Là, voilà, c'est simple. Ou alors, vous mourrez et vous partez dans le monde des morts et vous allez être jugé enfer ou paradis. Ou alors, vous vous faites tuer par un démon. Je pense que je vous ferai une vidéo un jour sur le royaume des démons, les démons, etc. Et il a été dit clairement dans Dragon Ball que si quelqu'un se fait tuer par un démon, eh bien son âme va continuer à errer dans le monde des vivants et il n'atteindra jamais le royaume des morts. Est-ce que Yamoshi s'est fait tuer par un démon? C'est ce qui me semble le plus probable dans ce cas-là. Sachant qu'on nous a dit que c'était avant que la planète Vegeta ne devienne la planète des Saiyans. Donc on comprend que c'était encore mélangé avec d'autres peuples, les Saiyans n'avaient pas fait leur révolution et tout ça. Donc si on veut s'en tenir à la logique, Yamoshi s'est confronté à un démon. Mais ça n'a pas été dit clairement. Il y a quand même pas mal de mystères sur ce Yamoshi, et Toriyama conclut avec cette question qui lui a été posée, et pourquoi Beerus cherchait le Super Saiyan God? Vous savez les images un petit peu, je vais vous les afficher, dans le rêve de Beerus et tout ça. Toriyama répond que Beerus a probablement eu des informations sur l'esprit de Yamoshi dans un rêve prophétique. Le fait est que c'est enregistré dans un livre Namek des légendes, car l'aîné des Namek est sûrement devenu ami avec l'esprit de Yamoshi. Aîné des Namek, c'est le doyen des Namek, c'est la même chose. Donc on nous dit que Beerus n'a pas aperçu Goku et Seiji God, ou Vegeta ou je ne sais pas qui, mais qu'il a surtout aperçu l'esprit de Yamoshi, avec ce rêve prophétique, etc. Après, est-ce que Yamoshi s'est montré lui-même dans le rêve, ou est-ce qu'il a fourni à Beerus une image de ce que serait le Super Saiyan God? Voilà, tout ça c'est très flou, mais on comprend qu'il y a eu ce rapprochement-là. D'ailleurs, on n'a aucune piste pour savoir si l'esprit de Yamoshi va faire quelque chose dans Dragon Ball Super dans un prochain arc. En tout cas, ça pourrait être très bon, mais ça n'est pas dit du tout. Mais il faut garder en tête que Yamoshi est un être au cœur pur, donc s'il revient, ça ne sera pas une menace. Et rappelez-vous, quand il avait été demandé des informations à Shenron sur le Super Saiyan God, Shenron avait dit lui-même que dans le livre Namek des légendes,
il était inscrit des informations sur le Super Saiyan God et on ne savait pas d'où ça sortait. Vous voyez que Toriyama n'est pas si fou que ça, il sait très bien de quoi il parle et il y a de la cohérence par rapport à ce qu'il nous montre dans la série et ce qu'il nous dit en interview. C'est dommage que Toriyama n'a pas décidé par exemple, et la Toei bien sûr, de faire par exemple des versions longues des films, avec plus d'explications pour ceux qui ont envie de les voir, etc. Ça aurait été cool plutôt que de faire des interviews qui ne seront pas lues par tout le monde. Et donc, on nous explique que si c'est dans ce livre Namek des légendes, alors que Yamoshi c'est un Saiyan, c'est tout simplement parce que le doyen des Namek est sûrement devenu ami avec l'esprit de Yamoshi. C'est une très très belle histoire. Et petit à petit, on arrive à ficeler un petit peu toutes les choses entre elles, et je trouve ça très beau. Après, je vous ai dit, on pourra toujours critiquer l'aspect midi-chlorien, etc. Mais énormément de choses par rapport auxquelles beaucoup de personnes ont crié au scandale s'expliquent ici. Et encore, Toriyama s'en fout un petit peu des polémiques, ça se sent. Parce qu'il aurait pu en rajouter en parlant du métissage terrien Saiyan, etc. Il aurait pu détailler beaucoup plus sur les Saiyans de l'univers 6 par exemple, pour en remettre une couche, mais on sent que le gars s'en fout de ce qui peut être dit, en mal, en bien, etc. Il fait son truc, on aime, on n'aime pas. Moi j'ai adoré l'ensemble des œuvres de Toriyama sur toute sa carrière, même bien avant Dragon Ball. Après, bien sûr, je vous rassure, c'est pas parce que Toriyama parle que je vais le suivre comme si c'était mon chef de secte. Là, le gars a juste donné une explication à peu près basique sur le Super Saiyan. Y a rien de mal. C'est pas comme s'il m'a dit va sauter d'un pont ou donne-moi ta carte bleue. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas dans le même délire. Et puis j'ai oublié d'en parler, mais aussi concernant cette histoire de cellule S, et je vais vraiment conclure la vidéo avec ça. Il faut bien se rappeler que Toriyama est un fan de science-fiction et qu'il adore Star Wars. Et il est accompagné de quelqu'un qui adore Star Wars aussi, c'est Toyotaru. Les deux bossent ensemble, Toyotaru et Toriyama maintenant. Toyotaru a toujours dit qu'il est un énorme fan de Star Wars, et si vous lisez sur sa version manga de DBS, vous allez voir des références à Star Wars partout. Donc ça ne m'étonne pas qu'au final, aujourd'hui, on nous sorte une explication très proche de ces midi-chloriens par le biais des cellules S. Si vous n'aimez pas, dites-le aussi en zone commentaire, toujours dans le respect, mais je pense qu'il faut quand même relativiser beaucoup les choses, essayer de comprendre le fin fond des histoires que Toriyama essaie de nous raconter, ne pas juger juste par rapport à notre vécu, mais essayer de comprendre l'autre culture, du côté Japon, etc. Quand on ne comprend pas un truc, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, c'est juste qu'on n'a pas les clés pour comprendre. Mais certainement que d'autres personnes savent pourquoi ça c'est logique, alors que nous, on se dit putain mais c'est quoi cette merde? Donc voilà les devins, j'espère avoir bien clarifié tout ça avec vous. Ça m'a fait très plaisir de vous en parler aujourd'hui. Je vous remercie énormément d'avance pour tout le soutien que vous apporterez à cette vidéo-là. Ça passe bien sûr par les likes, c'est super important. Prenez tous très bien soin de votre futur et à plus pour les prochains arts divinatoires.